Bonjour à tous, merci d'être là encore, pour tous ceux qui étaient là hier déjà, et puis d'être là sinon aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu d'astrologie, pour changer. Et donc j'ai intitulé l'intervention « Faire face à l'échec prévisionnel », parce qu'au départ on m'a demandé si je pouvais parler un petit peu du livre « L'échec d'une prophétie ». Donc je vais vous en parler très rapidement, puisque ça a déjà été bien évoqué hier pendant une table ronde. Je ne savais pas qu'on parlerait, je suis désolé. Non, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Et au contraire, comme ça, je vais pouvoir passer plus vite et on verra pas que j'ai pas beaucoup travaillé cette partie-là. Et donc, moi, ce qui m'intéressait après, ben, c'est donc je vais vous parler du livre, c'est la question de la dissonance cognitive, c'est-à-dire comment on fait quand le réel nous renvoie une information, un message qui contredit notre représentation du réel. Et donc, bah, chez les croyants, ce sont des situations assez courantes, chez les astrologues encore plus. Et donc, bah, je vais vous montrer quelques postures que peuvent prendre les astrologues quand ça arrive déjà, avec des outils tout prêts, enfin des postures toutes prêtes, vous allez voir, donc c'est délicat. Et c'est pour ça aussi, à mon avis, qu'on ne sort pas facilement de l'astrologie quand on est dedans. Et la deuxième chose, je vais rajouter donc un point de vue qui est personnel. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est ce qui fait le succès de l'astrologie aussi, c'est que l'outil sur lequel travaillent les astrologues est propice justement à donner des voies de sortie des voies d'échappement face à la dissonance cognitive. Donc c'est presque comme si elle était annulée a priori et dans la pratique. Donc c'est pour ça que des fois, je vais beaucoup prendre des exemples d'Elisabeth Tessier, l'astrologue, et c'est vrai que quand on est sceptique et qu'on a suivi un peu ses aventures, on se dit mais cette femme ne peut pas être honnête. Et ben moi je vais vous montrer que, à mon avis, dans 80 ou 90% des cas, je pense que si, elle est tout à fait honnête. Elle n'est pas rationnelle, elle n'est pas sérieuse, elle n'est pas honnête intellectuellement d'une certaine manière, mais vous verrez qu'il y a d'autres choses qui rentrent en jeu et qui compliquent en fait les choses. Et donc, je vais commencer par des remerciements cycliques, puisque comme je viens de temps en temps ici, donc merci encore pour cette nouvelle invitation. C'est toujours agréable pour moi de venir vous voir et de passer un moment à Montpellier. Oui, je peux m'asseoir. Oui. Je le ferai peut-être, d'ailleurs, je ne sais pas encore. Donc, comme je vous l'ai dit, on m'avait proposé de traiter un petit peu de cet ouvrage. Bon, j'en avais entendu parler, mais en fait, j'avais jamais vraiment regardé ce que c'était. Et quand on est croyant, comme on l'a déjà dit hier, c'est pas évident de sortir d'une croyance. Une fois qu'on l'est, on se demande parfois comment on a fait pour y être, pour y rester aussi longtemps. Et quand on est à l'intérieur, même les faits, certains faits pourtant évidents qui contredisent ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on croit, ça ne suffit pas. Et ce qu'on appelle la dissonance cognitive, je l'ai défini très rapidement tout à l'heure, mais ça revient aussi à décrire, en tout cas c'est ce que je vais faire aujourd'hui, comment le cerveau peut trouver des moyens de résister à l'évidence, aux faits qui nous montrent que non, c'est pas possible, ce qu'on dit ça ne tient pas. Et donc le cerveau est capable de créer des scénarios pour essayer quand même d'échapper à la contradiction, créer des nouvelles hypothèses, réalités, etc., etc. Donc en fait, selon évidemment qu'on est impliqué, qu'on est engagé dans cette croyance, est-ce qu'elle est vraiment importante pour notre vie, est-ce qu'elle compte quasiment pas, ça va évidemment faciliter le fait d'en sortir, de la rejeter ou pas. Et moi j'aime bien parler de la question de la mise, alors ça va très bien avec ce qu'on a dit, enfin ce dont tu nous as parlé pendant un moment. Moi je rappelle toujours quand je peux aux sceptiques de faire bien attention quand ils discutent avec des croyants, parce qu'en fait il y a plein d'asymétries, et il y en a une pour moi que j'appelle celle de la mise. C'est-à-dire que moi personnellement, si je vais discuter avec quelqu'un qui croit à l'acupuncture, très sincèrement, à la fin de la conversation, j'aurais rien perdu. Moi, je ne mise rien personnellement. Par contre, elle, si elle y croit, quand elle va consulter parce qu'elle se sent mal, si on lui enlève cette croyance, moi je considère que c'est une croyance, et elle, il va falloir qu'elle trouve une alternative ou qu'elle fasse autrement. La mise est importante chez la personne en face. Il faut absolument que le sceptique ait conscience de ça. Parce que quand vous discutez avec quelqu'un, vous, souvent, ça ne vous touchera pas plus que ça. Normalement, vous avez déjà les outils pour être à peu près sûr du résultat. Par contre, la personne en face, quand elle repart, elle continue sa vie, et on a peut-être chamboulé quelque chose, et donc il y a vraiment une responsabilité.
Donc comme je vous l'ai dit, il y a des questions techniques qui vont se poser en astrologie, je vais vous décrire ça tout à l'heure. Donc pour aller assez vite, un livre est sorti, je sais plus, je crois que c'est en 1956, ben voilà, qui s'appelle When Prophecy Fails, c'est-à-dire quand une prophétie échoue. L'auteur principal, c'est Léon Festinger, et en fait, ils sont trois. Il y en a deux autres qui s'appellent Ricken et Schachter, je ne sais pas comment on le prononce. D'accord. Et le contexte de l'époque, donc ça doit être aux États-Unis, et on est en pleine vague ufologique. Et ce sont trois professeurs de psychologie sociale qui veulent enquêter sur des questions qui tournent autour des croyances. Ils vont être secondés par 8 étudiants, et je vous dirai pourquoi après. Et leur objectif, parce qu'ils vont raconter une enquête dans ce livre, c'est de vérifier et de présenter donc au public la théorie de la dissonance cognitive. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est en train d'être, si j'ai bien compris, mis en place par Léon Festinger, et il va publier 2 ans plus tard un livre pour essayer de théoriser ce qu'il va appeler la dissonance cognitive. Et donc ce qu'ils expliquent, c'est que pour eux, à ce moment-là, la théorie de la dissonance cognitive, c'est lorsque la réalité désavoue une prophétie, comment ceux qui l'ont énoncée se comportent-ils? Enfin, c'est pas la définition, c'est le thème du livre. Et donc la définition à ce moment-là, c'est percevoir une incohérence entre les idées relatives à ce qu'on sait ou ce qu'on croit savoir du monde, des autres et de soi. Donc de ses propres sentiments comme de ses conduites. Du moment où il y a des incohérences entre nos différentes représentations, ça peut vraiment générer un sentiment de malaise. Vous voyez, on n'est pas juste dans la contradiction logique, il y a des choses plus perceptibles, voire plus esthétiques. En fait, l'inconfort, si j'ai bien compris comment ça s'est mis en place, il y a un côté esthétique, c'est-à-dire quelque chose de moche et quelque chose qui ne va pas. C'est pas seulement du 1 plus 1 égale 3, ça marche pas. Donc un exemple comme ça, imaginez, vous avez beaucoup d'estime pour on va dire un gourou. C'est quelqu'un qui dit qu'il veut bien de l'humanité, mais qui en même temps aime beaucoup l'argent. C'est pas du tout incompatible, c'est pas une contradiction. Mais ça va provoquer, ou ça peut provoquer un malaise, quelque chose de désagréable. Ça peut être une forme de dissonance cognitive. Et donc comment on répond à ce genre de choses? L'idée, c'est de réduire la dissonance. C'est-à-dire trouver un moyen de faire cesser notamment ce malaise en trouvant des explications, de nouvelles idées. Donc on peut soit modifier ces idées, c'est-à-dire faire le deuil de certaines qui sont vraiment trop gênantes, mais il y en a encore d'autres, soit en créer de nouvelles. On peut aussi jouer sur son environnement social, par exemple éviter de voir des personnes qui vont nous contredire, ou alors essayer de les convertir, et notamment s'adresser aux personnes qui nous critiquent, essayer de les convaincre. Parce qu'une fois que vous avez convaincu le sceptique, il ne vous jette plus. Donc le prosélytisme, ça peut être un résultat, en tout cas une conséquence, quand on vise à résoudre une certaine dissonance. Donc le livre, quand il est sorti, je crois presque personne n'en a parlé. Et c'est quelques années plus tard, il est ressorti. Et en fait, là, ça a été un peu le succès. Donc il y a plein d'éditions. Donc je mettrai à droite différentes couvertures. Historiquement, ça commence en 1954, où donc les psychologues sont en train déjà de réfléchir sur la chose. Et en fait, il y en a un qui tombe sur un article dans lequel on a une ménagère qui annonce qu'il y aura peut-être une fin du monde le 21 décembre 1954. Je crois que c'est précisé à minuit, dans la nuit du 20 au 21, qu'il y aura des inondations gigantesques et que des extraterrestres pourront sauver des gens si ces gens ont suffisamment prié ou croient suffisamment en eux. Et donc, ils saisissent l'occasion en se disant « mais c'est génial, parce que cette croyance-là, en partant du principe que ce ne sera pas la fin du monde, parce que sinon ça ne sert à rien, et cette croyance-là, elle est tellement extrême qu'ils imaginent que l'engagement des croyants doit être total. Donc c'est encore plus fort. Et vraiment, que va-t-il se passer quand ils vont découvrir que ce n'est pas la fin du monde? Donc c'est vraiment ce qui les a intéressés. Et donc, au moment où le monde, normalement, sera toujours là, en fait, pour eux, c'est ce qu'ils considèrent, ça va être vraiment un besoin de réduire cette dissonance qui va devenir très très forte. Comment vont-ils réagir? Donc vraiment, c'est l'idée à la base de l'étude. Donc les deux, Festinger et Schachter, voilà, c'est mieux, donc vont très vite rencontrer la personne,
dont il ne donne pas le vrai nom en fait dans le livre. Et ils se présentent comme des hommes d'affaires convaincus par ce qu'elle dit, vraiment ça les intéresse, eux ils veulent être sauvés, etc. Ils se présentent de la sorte pour s'approcher d'elle. Alors il se trouve dans le détail qu'en fait, je ne sais pas pourquoi, mais il y a 2 centres, entre guillemets, 2 endroits où il va y avoir des croyants qui vont se réunir, qui sont éloignés de 400 km. Et ça c'est une contrainte pour l'enquête, et c'est pour ça qu'il va y avoir des étudiants qui vont les aider, et qui vont être un certain nombre, pour être un petit peu dans les 2 endroits, pour faire les kilomètres entre les centres, l'université qui est aussi pas à côté, etc. etc. Donc l'étude va se dérouler 2 mois avant et 1 mois après la date supposée de la fin du monde. Et comment dire, dans le livre, ils se présentent comme des observateurs du phénomène, mais en fait, ils ne cachent pas le fait qu'ils vont vraiment interagir avec les croyants. Donc ils ne sont pas juste passifs, si vous voulez bien vous représenter les choses, voire même, et donc c'est ce qu'on leur reproche, ils vont des fois inventer eux-mêmes des rêves, leur dire qu'ils ont rêvé de telle chose, ou alors expliquer qu'il y a des miracles auxquels ils auraient assisté. Donc ils ne sont pas du tout neutres, enfin du tout aussi, mais pas neutres. Pas complètement neutres en tout cas. Il semble que leur questionnaire montre vraiment qu'ils ont été quand même vigilants, ils ont vraiment fait attention à influer le moins possible. Donc c'est pas juste amateur quand même. Donc il donne le nom qu'il donne à la personne qui va devenir le leader de ce groupe, c'est Miss Kitsch. Et donc elle reçoit des messages extraterrestres régulièrement, mais quand on lit, on voit que même avant que la prophétie échoue, elle recevait des fois des messages qui lui disaient que ce qu'on a dit hier, finalement, c'était pas tout à fait ça, donc le message évoluait. Donc elle sait que les informations peuvent changer. Voire même, je ne sais plus si je l'ai mis là, ouais, je crois qu'il y a déjà des messages avant qui lui disent peut-être que la date de l'Apocalypse pourrait être repoussée ou changée, etc. Alors, on en discutait hier avec, je ne le vois plus, et il me disait qu'il y avait aussi pas mal d'adeptes qui étaient partis de la secte avant la date de la prophétie. Donc c'est peut-être aussi des raisons pour lesquelles le leader commence à recevoir des messages correctifs. C'est peut-être pas si simple. La dissonance est peut-être déjà présente. Et donc arrive la date fatidique du 21 décembre, alors entre le 20 et le 21 à minuit. Et donc, comme vous y attendiez, ce n'est pas la fin du monde. Et donc, que va-t-il se passer? Donc il semble quand même qu'il y a vraiment une totale déroute pendant quelques heures. Et en fait, les entités continuent d'envoyer des messages, heureusement, à la ménagère. Et en fait, on leur dit, vous avez tant fait pour vos frères humains que l'apocalypse n'a plus lieu d'être. Donc finalement, c'est normal qu'il n'y ait pas eu la fin du monde. Ça ne remet pas en question la prophétie, et ça permet donc de résoudre une dissonance cognitive. Pour information, donc tout le monde part assez vite du lieu de réunion, parce que les autorités commençaient vraiment à s'intéresser à eux, à les venir, etc. Et donc c'est plus tard qu'on apprend que le nom de la personne c'est Dorothy Martin. Et elle, comment va-t-elle évoluer? Elle va rompre finalement avec quasiment tous les fidèles, elle va changer d'État aux États-Unis. Elle va même aller s'installer près du lac Titicaca et fonder un monastère. Donc devenir vraiment prosélyte et continuer d'amener les gens vers elle et je pense de recevoir des messages. Elle deviendra Sister Tedra. Mais ça ne va pas très bien se terminer parce que finalement les gens partent. Donc elle termine seule. Mais elle va revenir en Californie, fonder une nouvelle association. Elle va mourir assez tard quand même, à 92 ans. Et en fait, elle continue toujours de recevoir des messages qui lui confirment bien que la fin du monde est à venir, donc c'est bientôt évidemment, et que la première date était vraiment prévue. Enfin, il devait y avoir une apocalypse, elle confirme. Mais bon, ça a été repoussé pour les raisons qu'on a données avant. Bien. En 2008, donc bien après, donc Feissinger a publié un article dans lequel il décrit au moins 4 techniques de résolution de la dissonance. Comment on peut essayer de contourner un peu les choses. Alors j'ai mis au moins, parce que je pense qu'il y en a d'autres. Alors l'apostasie en est une. Finalement, vous acceptez que la prophétie n'en était pas une. Donc il n'y a pas de contradiction dans ces cas-là, s'il n'y a pas eu la fin du monde, c'est juste normal. Et donc vous changez votre représentation du réel, et dans celle-ci, la question de la prophétie ne se pose plus. Vous pouvez aussi aller du côté du déni de la réalité, c'est-à-dire que la prophétie n'a pas vraiment échoué. Alors j'ai pris comme exemple, pour illustrer ça, à mon avis, ce qui va bien, c'est la fin du monde en 2012 qui n'a pas eu lieu pour les Mayas.
pour les Mayas, soi-disant prédite par les Mayas. Mais en fait, moi j'ai vu régulièrement, notamment chez des astrologues, dont Elisabeth Tessier, expliquer que si, c'était bien la fin du monde, mais c'était symbolique. C'est un autre monde qui commence, en fait, on s'en rend pas compte d'ailleurs. C'est pour ça qu'on n'a pas vu la fin du monde. Et que le monde va être meilleur, que les gens vont prendre conscience, vont élever leur âme, leur vibration et tout ça, quoi. Donc dans ces cas-là, non, la prophétie n'a pas échoué. On peut aussi essayer de rationaliser, c'est-à-dire se dire, mais en fait on n'a pas bien compris la prophétie, elle ne voulait pas tout à fait dire ce qu'on lui a fait dire. Et éventuellement on peut aller donc jusqu'au prosélytisme, c'est-à-dire essayer d'aller convaincre d'autres pour faire tomber finalement les oppositions, c'est-à-dire réduire la source de la dissonance quelque part, une des sources en tout cas, ceux qui vont rappeler que la fin du monde n'a pas eu lieu par exemple. Et donc, si on en vient maintenant à l'astrologie, que se passe-t-il en fait quand on a des prédictions qui ratent? Alors, l'emblème un petit peu des sceptiques et de l'astrologie médiatique en tout cas, parce que je rappelle que dans le milieu astrologique, Elisabeth Tessier n'est pas du tout appréciée, donc c'est pas du tout une représentante du milieu astrologique. Moi, quand j'y étais, on était tous fous de voir, entre guillemets, tous les dégâts qu'elle faisait à l'astrologie dans les médias, parce qu'on n'était pas d'accord avec ce qu'elle faisait, ce qu'elle disait, etc. Et donc, ça fait bien longtemps qu'elle prévoit les résultats des élections, qui évidemment sont très souvent pas à son avantage. Et elle vient de publier un énième livre qui raconte encore une fois ses mémoires, qu'elle a appelé donc les mémoires de Cassandre, parce que des fois elle annonce des mauvaises nouvelles, alors on lui reproche et tout, donc c'est pas sympa. Et ce qu'il y a d'original dans son livre, c'est qu'en fait il n'y a pas de texte du début jusqu'à la fin, il n'y a qu'une série alphabétique. Donc ça va de A à Z, et donc il y a des mots comme ça, dont le mot élection, à la lettre E. Et c'est génial parce qu'en en fait, elle a rendu son manuscrit à l'éditeur avant les présidentielles. Donc elle avait fait des prédictions, voilà. Et c'est assez, je crois que c'est un bon millésime pour nous, ces prédictions pour l'élection 2022. Donc si je vous dis ça pour vous donner un exemple, alors elle explique, parce qu'elle a beaucoup d'expérience en la matière, que prévoir les résultats d'une élection, c'est un exercice à double tranchant. Si vous avez prévu le gagnant, on vous tresse des lauriers, enfin rarement des lauriers, et si vous avez pronostiqué par contre le mauvais cheval, les critiques pleuvent. Donc c'est quand même pas juste. Et alors elle cite Philippe Bouvard qui un jour lui a dit « Normal, on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure ». Donc c'est un moyen déjà d'avoir une excuse en disant « Bah oui, c'est normal, les gens sont un petit peu mauvaise langue, donc dès qu'on se trompe, c'est d'abord pour ça qu'ils nous critiquent ». Et puis en même temps, si on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure, c'est parce qu'il y a vraiment des trains qui arrivent à l'heure. Alors que des prédictions qui marchent vraiment en astrologie, il n'y en a pas tant que ça. Donc vraiment la comparaison est douteuse. Et comment dire, c'est vrai qu'on pourrait avoir une approche binaire en disant il y a des prédictions qui sont bonnes, qui sont mauvaises, il y a le vrai, il y a le faux. Mais il ne faut pas oublier avec l'astrologie qu'il y a aussi le n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on n'est même pas dans le vrai ou dans le faux, c'est que on raconte des histoires sur l'avenir, sur le présent, sur les gens, et en fait, il y a qu'elle qui se pose vraiment la question de savoir si ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Moi, personnellement, même si sa prévision réussit, c'est pas lié à l'astrologie. Donc, elle continue, et elle explique, elle donne un exemple. Alors, en fait, il y en a eu plusieurs comme ça, moi j'en ai d'ailleurs suivi un assez récemment. Un bon exemple de la difficulté de prévoir le gagnant d'une présidentielle fut en 1984, élection qui départagea aux États-Unis Reagan et Walter Mondale. Reagan avait des influences détestables. Mondale, de son côté, une constellation exceptionnellement prometteuse cette année-là. Normalement, il n'y a pas photo quand même. Je pensais donc très logiquement qu'il battrait Reagan, et je l'avais écrit un peu partout. Mais à ma grande surprise, Reagan gagna. Alors ça c'est excellent, parce que les astres étaient favorables à celui qui a perdu. Donc c'est très gênant, enfin symboliquement et même théoriquement, comment on va justifier ça? J'ai mis du temps pour comprendre. En fait, des années donc pour comprendre. Effectivement, pour Mondale, cette année 84 fut le sommet de sa vie politique et publique.
plus jamais il ne serait autant sur les feux de la rampe. Voilà pourquoi il avait ces positions aussi positives. Pour Reagan, son second mandat fut semé d'embûches, avec l'Iran Gate, un cancer, etc. Ce que j'appris seulement des années plus tard en lisant les mémoires de sa femme. Donc les mauvaises positions annonçaient bien ce qui allait arriver. Donc finalement, moi quand je lis ça, donc conclusion, on peut gagner une élection avec des influences difficiles qui sont le reflet d'une période chaotique sur un plan professionnel ou privé. Et donc moi ça, très très tôt, je l'ai compris en me disant mais peut-être que c'est pas que c'est difficile de prévoir, mais c'est peut-être qu'on ne peut pas prévoir en fait. Que les astres ne renseignent pas sur le résultat des élections. Et moi, cette critique, je l'ai eue avec une tête d'astrologue, hein, c'était il y a 15 ans en arrière. J'avais déjà publié des articles critiques sur la prévision astrologique elle-même. Mais non, elle, ça ne pouvait pas être une possibilité. Oui ? Et les autres astrologues ? Eh ben, c'est très divisé dans le milieu astrologique. Il y en a une partie qui essaye vraiment de mettre de côté ou de rejeter la prévision, en général. Mais il y en a beaucoup d'autres qui sont attachés parce que ça fait vraiment partie de l'ADN de l'astrologie. C'est vrai que l'astrologie a été prévisionnelle, l'essentiel de son temps. Ça fait vraiment une centaine d'années que les astrologues l'utilisent pour essayer de mieux se connaître, de s'introspecter, etc. C'est assez récent ça. Donc c'est vraiment un sujet chaud, c'est tendu dans la communauté astrologique. Elle continue, conclusion, les élections sont par définition un piège et un casse-tête pour l'astrologue. Pourquoi ? Eh bien, des influx positifs n'indiquent pas forcément une élection, car ils sont susceptibles de concerner le domaine privé, et pas en fait l'élection. Et ça, c'est un gros problème. C'est pour ça d'ailleurs que la prévision, je n'ai jamais cru à ça en astrologie, c'est qu'en gros, si vous avez une configuration très positive dans votre thème, ça ne dit pas, même si c'est dans telle ou telle maison, ça ne dit pas si ça va être vraiment en amour, dans le domaine professionnel ou autre chose, qu'il va y avoir quelque chose de positif. Puis quand vous êtes vraiment attentif, des fois il n'y a même pas quelque chose de positif, donc c'est encore pire. Donc, et pour elle, c'est pas... voilà, elle se dit, on ne sait pas, on ne sait pas. Donc c'est pas facile. Et vice-versa, des influx difficiles ne reflètent pas forcément l'échec, mais une phase éprouvante et ou agitée. Je me souviens d'un exemple très parlant, l'élection de Bush Jr. en novembre 2000. Et confronté en septembre 2001 avec le terrible attentat du World Trade Center. Donc en fait, lui, il avait le positif de l'élection et le négatif derrière en plus. Et en fait, la situation s'est représentée, je crois, avec, comment il s'appelait ? Moi, je ne sais plus. Aux alentours de 2008, c'était en 2000, donc ça devait être en 2010, il y a eu une autre élection, pareil, tous les astrologues voyaient très bien qu'il y en a un qui avait vraiment des positions très favorables, alors que l'autre en face, pas terrible. Par contre, d'après les sondages, il y avait très peu de chances que celui qui avait les favorables gagne, et ça leur posait vraiment des cas de conscience, et ils ne savaient pas comment interpréter ça, parce que c'est jamais l'astrologie qui est remise en question. Mais elle le croit, ce qu'elle écrit, non ? Pardon ? Elle le croit, ce qu'elle écrit. Ah oui, bah oui, et puis c'est vraiment noir sur blanc, donc je veux dire... Voilà. Alors, j'ai une question, pourquoi n'a-t-elle pas prédit directement les attentats ? Parlons-en. À propos des attentats du 11 septembre, donc il y a plein évidemment de sceptiques qui sont allés voir si elle avait prédit les attentats du 11 septembre, parce qu'elle dit que oui. Donc notamment, vous pouvez aller sur la FIS, il y a quelques bons articles là-dessus. Et donc, lisons ce qu'écrit Jean-Paul Krivine. On n'est jamais mieux évalué par soi-même. C'est sans aucun doute ce que doit penser Elisabeth Tessier, qui tient à jour sur son site internet une longue liste de prédictions qui se sont réalisées. Du moins l'affirme-t-elle. Alors, elle écrit « La prévision constituant un des seuls vrais moyens de prouver le caractère scientifique d'une discipline, même quand ça rate, puisqu'il y a des raisons pour que ça rate, répondant à des lois, voici destinées aux sceptiques quelques-unes de mes prévisions, toutes consignées noir sur blanc, qui se sont révélées justes souvent au jour près. Mais les sceptiques restent sceptiques, et donc ils vont vérifier surtout. Prenons un exemple parmi bien d'autres, des attentats du 11 septembre. L'astrologue affirme les avoir prévus, elle donne même des références précises dans son livre Horoscope 2001. Il faut craindre, hélas, une réémergence dans le monde des états policiers et de situations marquées par la violence passionnelle, d'où des attentats en masse. Ça existe toujours. Laissons de côté le caractère flou et général des formulations, il y a de par le monde des attentats et des violences passionnelles presque tous les jours.
Mais reportons-nous aux références données, page 42, donc on est allé vérifier, c'est ça qui est bien chez les sceptiques, ils vont quand même vérifier. La citation est exacte, mais elle porte sur le 5 août, pas sur le 11 septembre. Donc ça déjà, ça pose un petit problème. Et donc, quand on est technicien de l'astrologie, on sait qu'en fait, une prévision, c'est jamais sur un jour. On a droit à une incertitude, et il y a des incertitudes, ce qu'on appelle les orbes. Donc c'est probable que sa prédiction, elle soit pour le 5 août, plus ou moins, peut-être 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Donc c'est pratique, ça. Moi, quand j'étais astrologue, j'appelais ça un filet de pêche aux événements. C'est-à-dire, plus l'orbe est large, et plus vous avez des chances de pêcher un poisson, quoi, de trouver un événement qui vous arrange. Comment ? Et donc, page 52, voilà, donc dans le même livre, en fait, elle dit le contraire. Le 11 septembre est indiqué comme un point lumière pour les transports et les voyages. Et c'est quand même terrible. Et ça, c'est typique. C'est typique de l'astrologie, c'est-à-dire que le système est tellement complexe que si on veut vraiment tout utiliser, on arrive régulièrement à des prédictions contraires. Sauf que même l'astrologue s'en rend pas forcément compte. Concrètement, là, elle, quand elle écrit son bouquin, qu'elle fait des dizaines et des dizaines de prédictions différentes, elle n'a pas vu, je pense, que d'un côté, il y avait une prévision positive qui était contredite par une autre. Et je pense qu'il y a pas mal de sceptiques qui se sont amusés sur les bouquins d'Elisabeth Tessier de relever des dates contradictoires. Mais elle, ça la touche pas. Mais surtout, ce qu'Elisabeth Tessier omet de rappeler, c'est ce qui figurait sur son site encore 2 jours après les attentats contre les tours jumelles. Donc les sceptiques se sont jetés sur son site, heureusement. Prévision de la semaine en cours, une trêve dans un climat de haine pour le 11 septembre. Semaine du 8 au 14 septembre 2001, dans le cadre de la sombre opposition Saturne-Pluton qui sévit depuis début août et reflète un climat de haine ostraciste et de chasse aux sorcières, on assiste les 8, 10 et 11 à une sorte de trêve due au relais de Mercure, communication et Vénus. Donc, le problème, c'est que là, si elle a retiré ces lignes de son site internet, là, c'est difficile de ne pas dire que c'est quand même malhonnête. Là, bon, là on ne peut pas dire le contraire. Moi, je pense qu'elle l'est pour la majorité des cas, mais par contre, voilà, il y a ce genre de choses qui existent aussi, donc elle n'assume pas. Mais, non, mais elle est tout à fait capable de se dire que, vous verrez, il y a d'autres excuses qui sont invoquées plus tard, mais que, étant donné que les configurations s'entrecroisent, en fait, c'était les plus importantes qui allaient dans son sens et qui avaient raison. Mais il n'empêche qu'elle elle balance des prédictions qui sont fausses. Mais pourquoi tu dis pas que c'est une manipulatrice? Parce qu'elle comprend pas. Je crois qu'elle est sincère. Non, je ne pense pas. Vous allez voir ce qu'elle... Elle est pleine de fric, c'est tout. Mais voilà. Comment dire? Moi, je pense qu'elle a tout, en fait. D'un côté, elle est sincère, de l'autre, elle manipule les faits, de l'autre, on va voir qu'elle peut mentir. Mais quand vous voyez ce qu'elle écrit, c'est un peu la question qu'on posait tout à l'heure, c'est tellement ridicule, elle se ridiculise tellement. Si elle en avait conscience, elle ne l'écrirait pas. C'est pour ça que pour moi, c'est plus compliqué dans sa tête. Mais oui, elle manipule les choses, elle ment. Et puis, c'est sa vie professionnelle aussi. Quand tu penses qu'on lui a donné une chaire à l'université, c'est que ça lui rapporte. Non, on ne lui a pas donné de chaire. Enfin, on lui a reconnu. Elle a eu un doctorat. Oui. Vous disiez tout à l'heure que Elisabeth n'était pas forcément appréciée dans la communauté astrologique. À quel point les astrologues sont d'accord avec ce type de critique et à quel point c'est pertinent de critiquer Tessier sur cette prédiction. Donc, j'ai envie de dire, je te remercie pour la question. Est-ce que tout le monde l'a entendu ou pas? Non. Dans quelle mesure est-ce que les astrologues, puisque je disais qu'ils ne l'appréciaient pas, sont d'accord avec ce genre de critique? Et dans quelle mesure c'est bien fondé de... Alors moi je vais le traduire avec mes mots, de lui accorder autant de place dans la critique. Donc les astrologues, je pense, surtout ceux qui rejettent la prévision, sont à 100% d'accord avec ça. Mais ils vont dire, donc il ne faut pas prévoir, ou il ne faut pas prévoir comme elle fait elle. Mais éventuellement peut-être prévoir autrement. Tu vois, il y a des moyens de s'en sortir quand même. Et puis moi je sais que dans le numéro spécial qu'a publié la FIS en 2009, que j'avais démonté en montant sur mon site internet, parce que j'étais encore de l'autre côté, il y avait, de mémoire, sur 100 pages, il y avait 20 pages consacrées à Elisabeth Tessier. Et moi, c'est une des critiques que je faisais à l'époque, de dire, mais pourquoi lui accorder autant de place, alors que dans le milieu astrologique, on s'en fout d'elle, elle n'a aucune influence.
Comment? Elle est médiatisée. Voilà, mais donc dans ces cas-là, ça c'était pas sensible dans les textes, c'est-à-dire c'était pas expliqué, on avait l'impression vraiment que c'était l'astrologie qui était critiquée, alors que c'était finalement Elisabeth Tessier dans les médias. Donc moi je pense oui qu'on lui a accordé trop d'importance. Mais une petite précision sur Elisabeth Tessier et l'Académie. Elle a eu un doctorat de sociologie, je crois, qui a été extrêmement contesté, bien sûr, par les instances. C'est une anomalie, bien évidemment. Alors, si tu veux, avant que tu poses ta question, donc Gilles est en train de dire qu'Elisabeth Tessier a eu un doctorat, donc elle a soutenu une thèse de doctorat qui a été extrêmement contestée. Et le président de sa thèse, et le Maffezoli, oui. Maffezoli qui est... et le président, le directeur du jury. Malheureusement, et Maffezoli, c'est un type qui c'est la postmodernité, c'est le New Age, il flirte avec l'anthroposophie, avec tous ces trucs-là. Alors il est brillant, il a plutôt que donc Maffezoli, on le connaît bien ici, hein, c'est la postmodernité, le New Age, et encore une fois, il est très proche de l'anthroposophie, de tout ça. Donc il est dans les thèses avec aussi Tacussel, Patrick Tacussel, qui était dans les jurys de la thèse, je crois. Donc voilà, donc c'est ça. C'est vrai que ça lui a donné une espèce d'aura et de légitimité académique et qui est complètement usurpée. Et c'est vrai que tout ça, ça fait du bruit. Et Maffezoli lui-même est extrêmement contesté dans les milieux universitaires. Et quel était le sujet de cette thèse? Alors, je vais y revenir après peut-être. Moi j'avoue que je ne sais pas quelle légitimité elle a vraiment eue avec ce doctorat. Parce que même auprès des médias, je ne sais même pas si elle a vraiment... Ouais. Comment? Ah mais voilà, elle est très fière de mettre son titre en avant. Je ne suis même pas sûr qu'elle en ait tiré tant de légitimité que ça. Je ne pense pas qu'elle ait jamais enseigné quoi que ce soit à l'université. Non, c'est une usurpation. Mais le titre exact de sa thèse, c'est « Situation épistémologique de l'astrologie à travers l'ambivalence, fascination-rejet dans les sociétés postmodernes ». Voilà, postmodernité, et c'est Maffezoli. Quel âge elle a? 80. 80. Oui, on peut le dire. Donc elle a à peu près 80 ans et elle... Quand elle est venue voir Mitterrand, elle était beaucoup plus jeune et beaucoup plus jeune. Ah ben attends, elle a fait du mannequinat, elle a fait de... Non mais on dit Mitterrand la recevait, mais pour d'autres raisons. C'est ce que j'allais dire. Peut-être après, ça. C'était sa maman. Ça vient après son exposé. Oui. Hein? Vas-y, Serge. Ouais, après. C'est toi Clément, hein? Après. Dans le titre de sa thèse, c'était « Situation épistémologique de l'astrologie à travers l'ambivalence, fascination-rejet dans les sociétés postmodernes ». Et on voit bien Maffezoli. Et donc elle a à peu près 80 ans et 84. Bien. Un autre exemple qu'elle donne donc à la suite, on voit toujours dans la partie élection. Donc en fait, elle prévoyait un bel avenir à Valérie Pécresse pour les élections. Elle pensait vraiment que Macron allait perdre, puisqu'elle le décrit en train de peut-être se mettre à l'écriture, vendre des bouquins, enfin bon, etc. Donc Emmanuel Macron a de fortes chances de perdre, on peut le craindre. Toutefois, rappelons que les astres inclinent mais ne déterminent pas. Et ça, c'est la grande maxime des astrologues qui permet de dire, mais quand même, on n'est pas non plus déterminé à 100% par les astres, les événements non plus. Donc moi, c'est des scans que j'ai fait sur mes livres, donc je n'ai pas pu m'empêcher d'écrire, mais peut-être que les astres n'inclinent pas en fait. Et ça, les astrologues vont jamais jusque-là. Non, les astres inclinent, ça, c'est admis, c'est posé, et à partir de là, en fait, on est en plein raisonnement circulaire en permanence. C'est-à-dire, puisque les astres ont des choses à dire, que veulent-ils dire? Et c'est impressionnant, vous allez voir, parce qu'elle le développe un peu plus tard. Encore une fois, hein, j'insiste, c'est jamais l'astrologie qui est remise en cause. Donc je ne vais peut-être pas tout lire, parce que finalement, parce que le temps passe vite aussi. Ce que j'avais noté ici, donc là c'est dans un autre livre, en fait c'est Pascal Wagner-Egger, c'est je crois un psychologue social, en psychosocial, qui m'avait écrit pour me dire il y avait une excuse qu'elle s'était trouvée, mais j'arrive plus à trouver la référence, donc je l'ai trouvée dans ce livre. En fait, on va dire qu'on va... Ouais, en fait, elle avait prévu une année géniale pour Dominique Strauss-Kahn
en 2011. Et c'est l'année où ça a été la fin de tout pour lui. Alors elle essaie de discuter de ça. Bah justement, moi je trouve avec plein de mauvaise foi, donc pour écrire des trucs comme ça, enfin, elle n'a pas peur, quoi. Et donc, en fait, l'excuse qu'elle s'est trouvée, donc c'est en bas, c'est qu'en fait, elle, au moment où elle avait formulé et rédigé cette prédiction, elle avait, elle, dans son thème, une mauvaise configuration de Saturne. Donc ça lui avait fait voir les choses, ça avait modifié son jugement. Donc vous voyez, en fait, c'est pas les astres qui étaient en cause, c'était l'astrologue. Et donc ça, c'est une autre excuse qu'on trouve aussi régulièrement. Moi, je vois régulièrement des astrologues, enfin, j'ai vu des astrologues qui s'engueulaient et qui se disaient « Non, mais en ce moment, tu dis ça parce que tu as Pluton en carré à ton soleil. » Et oui. Est-ce que du coup, on ne peut pas imaginer une astrologie plus qui marche vraiment très bien, où avant de faire une prédiction, il vérifie son propre thème ou quelqu'un d'autre vérifie son propre thème? Comme solution, on pourrait essayer de prévoir les mauvaises périodes pour les prévisionnistes. Moi, je suis d'accord, mais ça devient une approche vraiment rationnelle, en fait. Et c'est tellement complexe que je pense que c'est pas possible, de toute façon. Puisqu'il y a toujours des configurations négatives et toujours des positives. Et c'est ça le truc, en fait. C'est qu'on peut toujours défendre un point de vue et son contraire. Et donc je vous disais, en fait, moi je pense que d'un point de vue pratique, ouais, la technique astrologique, à mon avis, immunise contre une partie des dissonances cognitives. Donc ce que je vous ai décrit, en fait, on peut le théoriser un petit peu ici. Quand on monte une carte de naissance, en fait, on est face à un truc comme ça, qui est assez complexe. Alors quand on a l'habitude, ça n'est plus tant que ça, mais il faut vraiment vous dire que par exemple, si on prend Saturne, alors mauvais exemple parce que, oh non, bon exemple, si on prend Saturne, la position de Saturne va donner lieu à des interprétations. La position de la Lune à d'autres, la position de Mars à d'autres, etc. Mais en fait, quand on dit position, là c'est un thème de naissance, vous avez donc ce que vous connaissez des signes astrologiques, mais vous avez une deuxième roue là qui part de l'ascendant. Donc si je prends par exemple, allez au hasard, bon, c'est un mauvais exemple mais c'est pas grave, hein, vous ne le verrez pas en bas. Si on prend Vénus, Vénus est en Poisson, ce qui amène des interprétations, mais elle est aussi ici dans la maison 10, ce qui amène encore d'autres interprétations. Et puis en plus, selon les angles par rapport au centre du zodiaque, par exemple ici, on a Vénus qui est à 60 degrés à peu près de la Lune, ça amène d'autres interprétations. Et vous avez comme ça des dizaines et des dizaines de configurations à interpréter, chacune permettant peut-être des dizaines d'interprétations. Et là, je vous ai mis le plus simple. Mais on peut rajouter des points, on peut monter d'autres cartes. Et puis quand on n'a pas de chance, ben vous voyez Saturne, là, elle est entre deux signes. Ben, ça va amener encore d'autres discussions. Oui ? Pour nous faire rire, tu aurais interprété comment, toi Interpréter quoi, en fait ? Est-ce qu'on interprète voilà, un événement ou une personnalité ? Moi, j'avais vu quelqu'un qui avait fait mon signe comme ça. Il m'a dit, voilà, si tu n'avais pas eu d'influence dans ta vie, tu aurais pu être actrice, tu aurais pu être... Voilà. Mais elle m'a pas... Comment tu aurais pu être s'il n'y avait pas eu d'interférence avec ton milieu social? Donc, sans y passer du temps, ça c'est une carte que j'utilise en fait au milieu de trois autres pour montrer que quand on... Ça pour moi je pense que c'est la pire des choses pour un astrologue. Parce que donc, je rentrerai pas dans les détails, mais un astrologue, pour comprendre la personne qui est née à ce moment-là, le soleil est là-bas, donc c'est un Verseau qui pense comme un Capricorne, qui aime comme un Poisson, qui agit comme un Bélier, qui ressent comme un Taureau et qui va avoir renvoyé une image de Gémeaux. Ben, amusez-vous pour discuter avec la personne de ce qu'elle est, etc. Alors que quand les planètes se regroupent, c'est plus simple. Et donc bon, après il y a plein de recettes pour essayer d'interpréter. Je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions. Est-ce que, s'il vous plaît, mais j'ai cru comprendre que l'ordinateur il l'aurait rectifié parce que les degrés ne correspondaient pas. Pourquoi le logiciel ne correspondait pas à la réalité du ciel. Non, les positions sont calculées dans le repérage des signes astrologiques, qui est complètement différent d'un repérage en constellation astronomique. Donc c'est deux choses différentes en fait. Est-ce qu'on pourrait repousser les questions à la fin de l'exposé ? Bon, je ne réponds plus aux questions. Voilà, très bien. Et puis c'est bien pour l'enregistrement.
Donc ça, je ne vais pas trop en parler, mais tant pis. Donc ce que j'ai marqué tout en bas, c'est que souvent vous voyez des astrologues dans les médias interpréter la personnalité de telle personne célèbre en disant oui, mais vous voyez comme elle est bélier, alors on peut expliquer que. Et puis quand on trouve un bélier, généralement les béliers super impulsifs, si vous croisez des béliers qui sont complètement comment dire, posés, un peu passifs, pas trop impulsifs justement, on va vous dire non, non, mais ce qu'on dit pour les béliers, c'est juste des tendances. Mais en fait, il faut regarder le reste du thème. Et donc, parce qu'il y a des exceptions. Alors, si vous allez sur ma chaîne internet, vous verrez, j'ai justement parlé des exceptions en astrologie, parce qu'en fait, maintenant, j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais je brûle de pouvoir. Un jour, si j'ai un astrologue devant moi, je vais lui dire, d'accord, mais il y a combien d'exceptions? Et en fait, les astrologues n'ont jamais cherché combien d'exceptions il y avait à ce qu'ils disent. Et en fait, quand vous cherchez des exceptions, vous vous rendez compte, moi, on arrive très vite à ça, qu'il y a peut-être 80-90% d'exceptions. Donc l'exception, c'est pas une exception en fait. Et donc c'est très important de voir à quel point ce genre de réponse, c'est une réponse rhétorique. C'est-à-dire souvent les astrologues ont des réponses pour nuancer les critiques, mais dans ces cas-là, quand on est, je dirais, un petit peu sincère, qu'on veut connaître ce qu'il y a derrière la réalité, et bien après on va chercher si notre réponse, elle peut justement être valable. Alors qu'en fait, on voit souvent les astrologues, en fait, ils répondent, mais ils ne vont surtout pas aller vérifier si ce qu'ils ont dit, c'était la bonne explication. Donc, comme je vous l'ai dit rapidement, il y a beaucoup de configurations techniques, mais il y a beaucoup de symbolismes différents. Et chaque symbolisme est d'une richesse incroyable. L'astrologue est vraiment très très créatif, et donc il ne se rend pas compte de certains pièges. Donc là, pareil, je ne rentre pas dans les détails, mais quand il y a un attentat en France, par exemple, tous les astrologues foncent sur le moment de l'attentat, montent une carte, et pour voir où étaient les astres. Et en fait, pour vous dire, ça rejoint ce que je vous disais juste avant, la question des exceptions, dès qu'ils trouvent une configuration qui peut correspondre à la violence de l'attentat, ses motivations, etc., ils disent « Ah ben voilà, c'est pour ça ». Et en fait, imaginez qu'il y a un attentat maintenant, et ben dans tous les cas, moi je peux vous dire que Mars, étant donné que son symbolisme renvoie à la guerre, l'agressivité et la lutte, il y a des chances pour qu'on trouve une configuration avec Mars. Mais Uranus renvoie aux explosions, à la rébellion et au fanatisme. Mais Pluton renvoie à la mort, à la révolte et à la destruction. Mais Neptune, ça renvoie aux religieux, donc en ce moment ça tombe bien. Et en plus, il y a plein d'angles négatifs que peuvent faire ces planètes entre elles. Ce qui serait surprenant, c'est qu'il n'y ait pas de configuration qui permette d'interpréter un attentat. Je veux dire, moi, ça fait partie des arguments aussi qui m'ont fait sortir de l'astrologie. En termes de probabilité, a priori, on a quasiment 100% de chance de trouver quelque chose. La question, c'est quoi? Donc le jour où les astrologues peuvent dire, avant même de monter la carte, oh, à mon avis, il y aura Mars en carré, il y aura Uranus en truc, et ben, le jour où ils peuvent faire ça, on pourrait dire, ah ouais, donc il y a quelque chose peut-être d'intéressant. Mais eux-mêmes sont incapables de dire quelle est la configuration qu'on va trouver. Pourquoi? Parce qu'en astrologie, il n'y a jamais de mécanismes qui sont proposés, qu'on pourrait tester, qui permettraient de décider si c'est telle planète plutôt qu'une autre qui est en jeu. Mais en tout cas, donc c'est pour dire que les symbolismes sont très 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 présents et qu'on peut en fait tout interpréter comme on veut. Bon, je passe là-dessus. Je disais juste que, vous voyez, la complexité, ça explique aussi pourquoi c'est quasiment impossible de prévoir par l'astrologie. Par contre, interpréter après coup, quand on a déjà la date, l'événement, etc., on n'a plus qu'à se baisser pour ramasser, quoi. La carte permettra toujours d'interpréter, ce qui est très convaincant pour le croyant. Réellement, vous pouvez lui mettre n'importe quel événement passé, s'il a des informations, il vous retrouve n'importe quoi dans le thème. Et donc, parmi les excuses qu'on peut avoir aussi, c'est n'oubliez jamais que l'interprétation ou la prédiction, c'est potentiel. Alors, si ça marche, ça confirme l'astrologie, mais si ça ne marche pas, c'est qu'il y a d'autres raisons. Donc l'astrologie n'est pas mise en jeu. Pour les individus, on peut toujours invoquer le libre arbitre, vous pouvez faire le contraire de ce vers quoi les astres inclinent. C'est peut-être l'astrologue qui n'est pas assez expérimenté. Ça aurait été un autre astrologue, il aurait peut-être prévu autrement. Souvent, eux, c'est des mauvais astrologues qui se trompent, surtout parce que les bons, ils ne se trompent pas trop, mais comme ils sont humbles, ils ne prévoient pas trop dans les médias, donc nous, on n'a pas de preuves. Il y a plusieurs astrologies, donc si on change d'astrologie, en fait, là, on aurait pu prévoir.
Et Elisabeth Tessier rappelle bien que l'astrologie, c'est pas une science exacte. C'est une science humaine, donc c'est normal qu'elle se trompe. C'est normal qu'elle se trompe. Et en plus, c'est compliqué, donc mettez-vous à la place de l'astrologue, c'est compliqué, enfin, c'est difficile de prévoir. Pour le plaisir, en 1360, il y a un critique de l'astrologie, Nicole Oresme, qui écrivait dans un de ses livres « S'ils se sont trompés, c'est-à-dire 3 fois contre 1, ils, donc les astrologues, estiment que c'est parce qu'ils n'ont pas bien suivi les règles de leur science et qu'ils ont oublié quelques points. » Et ça, moi, c'est un truc que j'ai vu, donc j'ai été victime, c'est de dire « Ah oui, je me suis trompé, mais il y avait une autre configuration que j'avais négligée, en fait. » Mais c'est vrai, en fait, c'était elle que j'aurais dû interpréter, et donc c'est bon, ça sauvait l'astrologie. Donc, Elisabeth Tessier, toujours... Vous voyez, ça m'a bien fait réagir ce passage. Donc, et ça va vraiment vous décrire l'état d'esprit des astrologues et pourquoi ils sont fermés dans un raisonnement circulaire. Donc je vais vous lire, ne vous inquiétez pas. Elle explique, je ne sais plus dans quel livre c'est, « Ma passion ne fait qu'un avec moi, et bien qu'elle soit insupportable, parce qu'en dernier ressort c'est toujours elle qui a raison, je ne me rebiffe pas. J'ai devant elle, donc on va comprendre l'astrologie, l'humilité qu'on éprouve devant les faits, devant les évidences. » C'est dur d'entendre ça pour un sceptique. Si ceci s'écarte de mes supputations, je reprends les données en fonction de l'événement qui s'est produit, en fonction du fait. Je raisonne par induction. Et eureka, celui-ci s'éclaire soudain autrement. Il s'explique. En fait, elle paraphrase le réel, donc elle colore le réel avec des interprétations. Dans mon évaluation, il s'avère que j'avais oublié ou sous-estimé un facteur. Vous voyez l'écho avec le texte de 1360 ? On est vraiment toujours là-dedans. Je n'ai plus qu'à lui demander pardon, à elle, donc l'astrologie, de mon manque de subtilité et de rigueur. Le raisonnement circulaire en permanence. L'astrologie existe, les astres ont des choses à nous dire. Si on se trompe, mea culpa, c'est la faute de l'astrologue. Ce n'est pas la faute de l'astrologie. On est vraiment dans une croyance. Le doute à ce niveau-là, voilà. Donc, vu que le temps passe, je ne vais pas tarder à arrêter. Comment est-ce que, quand on nous balance des résultats expérimentaux négatifs, on peut réagir quand on est astrologue? Parce que ça, c'est embêtant quand même. Donc, il y a eu plein, on en est quasiment à 1 millier, je crois, d'expérimentations, tout domaine confondu, donc dans l'ensemble, ça rate. Et donc, on a démontré qu'il n'y avait pas vraiment de corrélation, si je vais très vite, avec les noms qui sont là, entre les signes astrologiques et des pathologies, ou les accidents, ce genre de choses. On a testé sur des millions de personnes, il n'y a pas de corrélation. On a montré que quand on demande à des gens de retrouver leur portrait astrologique parmi 3, ils le retrouvent dans 33% des cas. C'est assez terrible. Quand au sujet, on fait établir des portraits psychologiques et qu'on donne 2 portraits psychologiques à un astrologue avec la date de naissance, il le retrouve dans 50,2% des cas. Ce qui est quand même terrible. C'est vraiment un tirage au sort. L'expérience de Dean est extraordinaire. On a retrouvé des bébés, des données de bébés nés sur 1 semaine d'intervalle à Londres, et en fait qui étaient suivis par des chercheurs, je ne sais plus en quoi, qui leur avaient fait subir des tests de QI un petit peu tout au long de leur vie, des questionnaires sur leur personnalité, on savait quelle était leur réalisation professionnelle, et on a essayé de voir s'il y avait des corrélations entre les uns et les autres. Mais sur 1 semaine, la Lune a le temps de se déplacer, donc l'astrologue dirait « bah non, c'est trop large ». Donc ils ont rangé tous les bébés dans l'ordre, du début jusqu'à la fin, et ils n'ont comparé que des pères, 2 par 2, qui en moyenne sont nés à moins de 4 minutes d'intervalle. Donc on est vraiment dans ce qu'on appelle le cas des jumeaux astrologiques. Et il n'y a aucune corrélation entre les personnalités, les réalisations professionnelles, tout ça, rien. Nanninga, c'est une belle expérimentation qui n'est pas assez connue. En fait, c'est aux Pays-Bas, un sceptique qui a choisi 7 personnes qui avaient des professions différentes, et donc qui a trouvé une 50aine d'astrologues pour essayer de retrouver quelle était la bonne date de naissance de ces personnes, connaissant leur profession notamment. Mais pour aller plus loin, donc alors ça je vous le dirai après, mais pour aller plus loin, les astrologues pouvaient poser autant de questions qu'ils voulaient. Donc les astrologues se sont mis d'accord sur des questions à poser aux gens, qui ont répondu, donc tant que ça ne renseigne pas sur les dates de naissance. Donc ils avaient vraiment toutes les informations à leur disposition, et quand on compare les attributions, elles sont totalement hétérogènes. C'est-à-dire qu'il y en a quasiment personne ne retrouve la bonne date pour le bon portrait,
Et quand c'est le cas, ben, les autres astrologues ont choisi d'autres dates. Et ça montre vraiment que chaque astrologue interprète à sa manière, et que donc il n'y a pas de cohérence dans les interprétations de l'astrologie quand on teste ça rigoureusement. Ce qui pose un vrai problème, ça veut dire que si vous allez consulter un astrologue, il va vous dire quelque chose, si vous allez en consulter un autre, il va vous dire autre chose. D'un point de vue éthique, pour moi c'est dramatique. Mais donc, comme ce n'est pas l'astrologie qui doit être mis en cause, bah, c'est vrai que souvent les scientifiques qui organisent ces expérimentations, ce n'est pas des bons scientifiques forcément, sinon ça marcherait. Donc je vous ai parlé des questionnaires de Nanninga, c'est vraiment pour dire mais non, au contraire, on fait attention, on organise ça avec des astrologues, ils ont autant de renseignements qu'ils veulent, ça ne marche pas. Ouais, mais les astrologues, c'était pas des bons astrologues, on peut aussi dire ça. Et bien donc, Carlson avait contacté aux États-Unis donc l'association nationale des astrologues, donc ils avaient envoyé les meilleurs astrologues. C'est pas juste le cousin qui pratique l'astrologie. Nanninga c'est pareil, il a contacté aussi les associations nationales, donc non, c'est vraiment fait sérieusement, on contacte les meilleurs astrologues et ça ne marche pas. Austin, lui, il a utilisé les fichiers d'un assureur, donc il n'y a pas de corrélation, il n'y avait pas d'astrologue, mais je veux dire, toute l'astrologie médicale, manifestement, est fausse. C'est pas une question de bon scientifique ou de bon astrologue, c'est pas ça. Les stats, évidemment, c'est pas applicable à l'astrologie. Vous avez vu, une carte de naissance, c'est complexe. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse des statistiques? On va juste réduire la personne à une carte, à des données, c'est beaucoup plus complexe. Donc ça peut être un moyen aussi de répondre. Le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas que les stats, on ne vise pas 100% de réussite pour considérer que ça marche. Il suffit juste que ça fasse un peu mieux que le hasard pour se dire « Ah, il y a peut-être quelque chose d'intéressant ». Et ça, ces conceptions-là, ils ne les ont pas. Donc, pareil, la science, c'est pas applicable parce que c'est la causalité, la science. Alors que l'astrologie, c'est du symbolisme, c'est de l'analogie, donc, etc., etc. Donc, quand on teste les astrologues, même l'analogie, ça ne marche pas. Et puis, donc, la complexité, vous vous rendez compte, c'est tellement complexe, l'astrologie, que la science ne peut pas arriver à en isoler le bon grain, on va dire. Et donc ça, c'est une carte qui avait été créée par un sceptique, qui a été reprise par un astrologue. Si on cumule tout ce que les astrologues ont imaginé, on va dire, sur les 2000 dernières années, parce qu'ils ont imaginé plein de points qui n'existent pas, qu'ils mettent dans leur carte, si on les relie avec tous les angles et compagnie, on arrive à ce genre de carte. En théorie, un astrologue qui voudrait vraiment tout examiner, il faudrait qu'il examine ça. Alors j'aime beaucoup l'argument du sceptique qui dit, mais oui, mais puisqu'il n'y a pas de moyen de savoir ce qui est mieux ou ce qui est moins bien entre un astrologue et un autre, ben finalement, aucun de ces points n'a plus de légitimité qu'un autre. C'est pas parce qu'il est plus utilisé qu'il est mieux. Donc en théorie, comment on fait pour savoir ce qu'il faut garder? Et puis, oui, ce que j'avais précisé récemment sur Arte, c'est que, évidemment, en science, on étudie des phénomènes énormément plus complexes que ça, en plus. Je veux dire, c'est pas très complexe par rapport à d'autres domaines de la physique ou des choses comme ça. Il y a l'appel à l'ignorance aussi, mais vous savez, l'astrologie, on comprendra peut-être plus tard pourquoi ça marche. Donc ça, l'appel à l'ignorance, c'est un bon argument, sauf quand on répond qu'on ne peut pas fonder une discipline sur l'appel à l'ignorance. C'est-à-dire, si l'astrologie avait été inventée il y a 50 ans, on pourrait dire, bah ouais, elle est encore en train de se mettre en place, ça fait 2500 ans qu'elle existe, mais peut-être qu'un jour on comprendra comment elle marche. Non, ça ne peut pas être un argument recevable au bout de 2500 ans. Donc la fécondité du faux, j'en ai parlé hier, ça pose vraiment des problèmes conceptuels, ça, parce que quand l'astrologue se trompe de date et que ça marche quand même, pourquoi? Eh ben, c'est pas évident. Alors moi, les réponses qu'on me fait, c'est quand je choisis une autre date que la mienne pour qu'ils interprètent, on me dit, ah ouais, mais tu vois, le hasard, il n'y a pas de hasard en fait. C'est-à-dire que je sais pas qui a fait en sorte que la carte que moi je crois avoir choisie au hasard, elle corresponde à ma personnalité. La malhonnêteté intellectuelle aussi, parce que quand vous donnez une fausse date, eh ben on vous dit, ah non, mais c'est quoi cette expérience, c'est malhonnête, et donc je vais rejeter le résultat, quel qu'il soit, j'ai un prétexte pour rejeter le résultat. Donc, vous voyez, il y a plein de réponses à faire pour éviter certaines dissonances. Donc le problème, c'est que toutes ces stratégies sont souvent rhétoriques, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne vont jamais chercher dans le détail à essayer
d'asseoir leur argumentation sur autre chose qu'une simple réponse, en fait. Donc justifier n'est pas expliquer, en fait. Hein. Quand on essaye de donner des explications, la première qui nous passe par la tête, c'est ce qu'on appelle de la rationalisation. On essaye de rendre les choses, de les faire correspondre à notre représentation. Donc je vais peut-être pas en parler, mais il y a un autre problème quand même, c'est qu'il y a des événements qui se produisent et qui ne sont pas prévus. C'est pas qu'on avait prévu un événement qui ne se produit pas, mais c'est le contraire. Je vais en parler quand même. Alors, donc, le 26 décembre 2004, c'est une date qui m'a marqué pour deux raisons. D'abord, l'énorme tsunami qui a eu lieu en Indonésie, qui a fait 300 000 morts. Et le hasard a fait que ce jour-là, nous devions passer avec la Fédération des astrologues francophones au journal de 13h de France 2. On devait participer au débat de la fin du journal. Et le matin, on nous a téléphoné en nous disant que c'était annulé. Et on ne savait pas trop pourquoi. Et puis en fait, ils commençaient déjà à recevoir des infos sur le tsunami. Et donc, ben voilà, on n'a pas pu passer à la télé. Et on n'y est jamais retourné d'ailleurs. Et ça, moi, première chose que j'ai faite, je suis allé voir ce que tous les astrologues avaient prévu. Est-ce qu'il y en a un qui avait prévu un événement 300 000 morts à l'échelle de la planète, quoi. Il n'y en a pas un qui l'avait prévu. Il n'y en a pas un. Et ça pose vraiment des problèmes, parce que si l'astrologie ne prévoit pas de grands événements comme cela, comment est-ce qu'elle pourrait prévoir les petits? C'est pas si évident finalement. Et donc, que vaut la discipline en général? Donc, dans ces cas-là, il y en a quelques-uns qui ont cherché dans leur prédiction des mois précédents s'il n'y avait pas quelque chose qui pouvait quand même correspondre. Alors, des fois, on trouve des textes qui, de loin, peuvent faire penser qu'il va y avoir un gros événement, une catastrophe, quelque chose. Mais ça donne un résultat, enfin une conséquence qui, moi, m'étonnait à l'époque. C'est qu'en fait, il y a des astrologues qui disent avoir prévu un événement terrible comme celui-là. Mais moi, c'est ce que je répondais, je disais, mais pourquoi personne ne nous a appelés quelques jours avant en nous disant attention, il va se passer un truc, je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui arrive? Ça n'arrive jamais. L'astrologue qui avait prévu a été surpris par l'événement, et il a fallu qu'il aille retrouver s'il avait peut-être prévu quelque chose. Donc c'est une mauvaise justification finalement, c'était pas vraiment prévu. C'est qu'en multipliant les prédictions, d'abord ils peuvent plus gérer quelles prédictions ils ont faites ou pas, il y en a trop. Et donc ils sont condamnés à retourner en arrière, essayer de trouver un truc qui correspond quoi ou pas. Avant la Deuxième Guerre mondiale, en fait, les astrologues, semble-t-il, ne prévoyaient pas la guerre. Pour eux, il n'y aurait pas de guerre. On a plein d'interprétations astrologiques expliquant que le thème astral de Hitler, c'est pas un thème belliqueux, quoi, donc il va pas... Hitler, c'est pas sérieux. En 2008, la crise financière, donc là j'étais en plein dans mes questionnements, je sais plus, c'était un lundi, le 8-10 octobre, je sais plus, 2008, donc il y a eu un krach boursier violent, la crise des subprimes, tout ça, et moi j'étais en plein questionnement, je me suis dit, il y a des forums d'astrologie boursière, qu'est-ce qu'ils disaient la veille? Parce que le lundi matin, ça s'effondre. Le dimanche, qu'est-ce qui se racontait sur le forum? Est-ce qu'ils sentaient venir le truc? Donc j'y vais et je regarde, et les gars, ils parlaient des affaires courantes. Il n'y en a pas un qui se disait on est à la veille d'un événement dramatique. Quand je suis allé les interroger là-dessus sur le forum, ils m'ont bloqué, ils m'ont viré. Donc le musellement, c'est aussi un moyen de répondre à la dissonance. On fait taire l'autre. Allez, pour le plaisir, le coronavirus, il y a des voyants qui ont dit qu'ils avaient prévu la pandémie. Et quand on regarde ce qu'ils avaient écrit, en fait, ils ont écrit il y aura une nouvelle épidémie, il y aura une pandémie. Et puis ils ont écrit ça peut-être en 2015 ou en 2010. Donc ça tient en une ligne, quoi. Et on se demande, mais quel est le rapport? Et quand on va chercher les sources et qu'on croise un peu, en fait, si vous vous rappelez, le SARS-CoV-2, c'est un petit peu dans la lignée ce qu'on a appelé le MERS, et puis il y a eu le SRAS. Et en fait, moi, la plupart des prédictions de ces voyants, ils les ont faites à la fin de l'année de ces crises. C'est-à-dire qu'on était dans l'actualité en train de passer une épidémie ou un truc qui avait fait peur, et forcément tout le monde se demandait est-ce que ça va recommencer? Et donc ces voyants-là, eux, ils se sont dit alors est-ce que ça va recommencer? Ils se sont dit comme je suis voyant, je vais essayer de... Et ils ont formulé une prédiction. Il y en a qui ont le Covid et qui n'ont pas pu venir, non? Ah bah oui, s'il leur arrive plein de choses qui ne vont pas venir, c'est normal, c'est normal. Bon, je ne parle pas de l'astrologie. Donc, voilà, en conclusion, vis-à-vis de la dissonance cognitive, moi je me demande dans quelle mesure vraiment l'outil astrologique
immunise un peu contre cette question-là. Vous voyez vraiment le truc du ah ouais, je me suis trompé, mais il y a telle configuration que j'avais oubliée ou que j'avais négligée. C'est bon, quoi. À partir de là, vous êtes quasiment tranquille tout le temps. Et donc, ne jamais minimiser les ressources de notre cerveau, parce que là, tous les exemples que je vous ai donnés, je n'ai pas essayé d'être exhaustif, hein. Je suis sûr qu'on peut en trouver plein d'autres. On peut créer plein d'histoires qui nous permettent de penser qu'on ne s'est pas vraiment trompé, qu'il y a des raisons et tout ça. Encore une fois, hein, en termes d'intelligence, c'est ce qu'on disait hier. Moi, j'ai cru à ces choses-là et j'essayais de défendre mes croyances et tout. Et je pense que ce n'est pas une question d'intelligence, en fait. Au contraire, quand on est intelligent, on peut trouver plein de raisons. De fausses raisons, mais quand même. Et donc, dès que vous croisez évidemment des disciplines qui ont déjà des réponses un petit peu toutes faites, hein, le genre les voies du Seigneur sont impénétrables, c'est bon, on est tranquille, méfiez-vous parce que tout devient irréfutable. Et puis d'ailleurs, en astrologie, c'est pareil, hein, d'un côté, on vous dit on ne peut pas savoir, mais de l'autre, si on trouve une configuration, c'est l'explication. C'est ça qui est étonnant, parce que quand on se trompe, c'est qu'on ne peut pas savoir, mais quand on sait, là, on est sûr. Il y a des choses vraiment qui doivent mettre la puce à l'oreille. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, si vous avez des questions, merci pour votre attention. Non, une petite compte qui ne font pas de prévision. Donc ça, je ne sais pas le pourcentage, mais c'est juste les plus malins, quoi, en fait. Voilà. Et deuxièmement, bon, c'est juste une remarque tous les arguments que vous avez donnés, c'est les mêmes que la psychanalyse contre l'évaluation. Voilà. J'étais même surprise que ça concorde à ce point, parce que je suis souvent caricaturale sur ce sujet. Voilà. Alors moi, ça ne m'étonne pas du tout. De mémoire, quand j'étais chez les astrologues, en fait, comme je le disais, ça fait vraiment une centaine d'années que l'astrologie est devenue un peu psychologique, en fait. Qu'elle s'interroge sur qu'est-ce qu'on est, qui on est, l'introspection. Et donc, il y en a qui pensent que finalement, il n'y a que ça à garder de l'astrologie. Donc, c'est ceux-là qui vont avoir tendance surtout à rejeter la prévision. Mais tous les autres continuent d'en faire, ou alors même sont conscients des problèmes et donc vont essayer de rationaliser ça en donnant encore d'autres exemples en disant que c'est juste des indications. Voilà, comme ça, c'est des prévisions sans en être en fait. Alors quand c'est prêt, je tends le micro. Oui, moi je voulais vous dire. Pardon. Oui, on se pose le micro. La croyance basique. Pardon. La croyance basique, c'est de croire que les astres ont un rapport avec les humains sur leur vie. Or, cette croyance basique est inepte. Elle est idiote. Alors je me demande comment des gens comme vous, qui ont une éducation, qui ont des diplômes, comment, basiquement, à la base, on peut penser que les astres ont à voir avec ma vie. Ça me dépasse. Parce que je me dis, bon, quelqu'un qui est analphabète, et encore à la limite, mais quelqu'un qui a fait des études, qui a des connaissances dans des tas de domaines, comment on peut croire à une telle ineptie? Ça me dépasse. Est-ce que je peux compléter juste, parce qu'effectivement c'est aussi, je me pose exactement la même question, mais la question complémentaire c'est comment, à notre époque, parce qu'on parle de 2500 ans, on peut encore croire à des choses aussi, même plus moyenâgeuses, c'est complètement, et c'est pareil avec la religion, c'est pareil avec d'autres sujets, mais comment à notre époque, sachant tout ce que l'on sait, avec le développement de la science, on en arrive encore à croire que la Lune va influer sur les accouchements, ou Dieu sait quoi encore, quoi. Enfin, voilà, le fait que ces croyances aient traversé l'histoire, et j'avais une amie très croyante qui m'avait dit avec beaucoup d'agressivité, bah justement, pose-toi la question, si ça a traversé l'histoire, c'est bien que c'est vrai. Voilà, alors j'aimerais bien avoir votre point de vue. Moi, je vais vraiment répondre en termes de bulle cognitive et de pensée critique. C'est-à-dire que la pensée critique, c'est pas quelque chose qu'on comprend à l'université. Pas forcément, en tout cas. Moi, j'ai passé plein d'années à l'université, j'ai appris la pensée critique 10 ans après, 15 ans après, alors j'ai fait de la philo en plus, hein, quand je suis venu chez les sceptiques. Il y a plein de notions que je n'avais pas, alors que j'ai 4 ans de philo derrière moi.
Donc la pensée critique, c'est pas quelque chose de naturel, et c'est pas quelque chose qui s'acquiert en accumulant des connaissances. Donc il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la science, mais qui s'y intéressent sans forcément la comprendre. Donc quand j'étais dans le milieu astrologique, par exemple, on n'a jamais les critiques de l'astrologie. Elles ne sont pas diffusées dans le milieu. Donc déjà, les gens, en général, les connaissent pas, voire même pensent qu'il n'y en a pas, ou qu'il y en a très peu. Ils sont même choqués quand ils disent quoi, il y a une critique de l'astrologie, c'est pas possible. Donc on peut vivre au XXIe siècle et être coupé de certains canaux de diffusion, de savoir, et surtout ne pas maîtriser la pensée critique. Moi personnellement, par exemple, bien que j'étais en maths et en physique, donc ce que j'explique tout le temps, c'est que je n'avais pas compris la notion de hasard. Je ne comprenais pas. J'étais très bon pour les équations, des trucs comme ça. Alors dès qu'on rentrait dans les probas et les stats, je disparaissais. Donc c'est un sujet difficile. Je pense, oui, ça peut être un sujet difficile, et j'étais très sensible aux notions de coïncidence. Et avec l'astrologie, on trouve toujours des coïncidences. Donc tant qu'on n'a pas les mécanismes, je dirais, qui nous permettent de dépasser ça, et ces mécanismes-là, peut-être que dans ma famille, j'ai été amené à voir les choses aussi de cette manière. L'évolution du monde, l'évolution de la science, devrait forcément n'importe quelle personne, même sans aller à l'université, devrait se poser. L'évolution de la science, oui, mais... Que les croyances, ça n'existe pas. Oui, mais je l'ai acheté, je l'ai lire. Donc après, il y a des questions au fond avant, mais... Il y a aussi une défiance vis-à-vis de la science. Alors, derrière, d'abord, et puis après... Ouais, pour donner un petit élément de réponse, et j'ai une petite question après. Il y a ce que tu disais tout à l'heure sur les tactiques rhétoriques en astrologie, ça me fait penser à un article sur la parapsychologie qui a été écrit par Pinch, je crois qu'il s'appelle en français rien de ce qui se passe en parapsychologie n'est scientifique. Et en fait, il revient sur des tactiques d'ordre social et rhétorique dans le milieu de la parapsychologie pour justifier leur scientificité. Et ils font ça très bien, quoi. Et parfois, il y a vraiment des tactiques qui ont l'air de montrer que c'est très scientifique. Et à l'inverse, ils examinent des tactiques rhétoriques et sociales du milieu scientifique pour montrer que la parapsychologie n'est pas scientifique. Et parfois, c'est pas très habile. Donc en fait, il y a plein de facteurs sociaux qui font qu'on peut croire en des trucs, alors même que, épistémologiquement parlant, ça ne tient pas trop la route. Et ma petite question, c'était, tout à l'heure, tu as montré une carte astrologique, je ne sais pas si tu peux la remettre, où il y avait plein de choses, voilà, c'est ça. Et tu as dit que c'était un sceptique qui avait fait ça. Ouais. Donc j'imagine que les astrologues sont pas d'accord avec cette carte. Alors, avant que tu poses ta question, le sceptique en question s'appelle Geoffrey Dean, et c'est un ex-astrologue qui avait fondé la Fédération des astrologues australiens. Ça venait pas d'un pur sceptique. Alors, je ne sais pas si pour ta question... Alors, du coup, deux questions. Est-ce que une communauté astrologique, on pourrait la définir, serait d'accord avec cette carte? Et est-ce qu'il y a l'équivalent fait par les astrologues, une espèce de carte consensuelle, l'état de l'art? Alors, une des grandes constantes dans le milieu astrologique, c'est que personne n'est d'accord avec personne. Donc, il n'y a pas de... Moi, quand je suis rentré à la Fédération des astrologues francophones, ce que j'appréciais, c'était l'idée de fédérer les astrologues. Et notamment, moi, je venais en plus de philo et un peu de maths physique, je pensais qu'on allait pouvoir se mettre d'accord, et puis, ben voilà... prouver l'astrologie, trouver ce qu'il y a en commun, et puis c'est réglé, quoi. Mais en fait, quand la fédération a été fondée en 1996, l'idée c'était un petit peu de devenir un syndicat d'astrologues, donc de réglementer la profession, et puis d'en profiter pour virer un peu les vieilles recettes traditionnelles, se rapprocher des sciences humaines, c'était vraiment les objectifs. Et le futur président a été reçu au ministère du Travail. Et on lui a dit, mais nous, ça nous intéresse, parce que c'est un milieu complètement opaque, donc organiser ça, c'est bon, quoi, pour le fisc et tout le monde. Et il leur a dit, écoutez, mettez-vous d'accord, et puis vous revenez après. Les astrologues n'ont pas pu se mettre à la même table. Parce qu'il y a des courants qui sont tellement incompatibles qu'en fait, il n'y a pas eu possibilité d'organiser quoi que ce soit. Et comme toute pseudoscience, en fait, je pense. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de critères sur lesquels on peut se baser, j'ai envie de dire, indépendamment des jugements des uns et des autres, en fait, ça reste chaotique en permanence.
Oui, c'est ce que les astrologues disent eux-mêmes, c'est qu'il y a quasiment autant d'astrologues que d'astrologie, enfin d'astrologie que d'astrologues. Parce que chacun amène ses petites modifications, etc. Tu n'as plus de questions? Ah pardon, non, c'était à toi. C'était à toi. Moi j'ai une question, je ne suis pas du tout convaincue par ce que vous avez dit. Est-ce que les astrologues boursiers sont riches? Alors, est-ce que les astrologues boursiers sont riches? Ben, moi j'ai envie de dire que les astrologues boursiers qui ont réussi se montrent, et donc on a envie de dire oui, et puis que ceux qui se plantent, mais ils évitent d'en parler déjà. Donc c'est pas évident. Après, il y avait, je me rappelle, vers 2008, un peu d'astrologie boursière, et ils disaient qu'ils étaient un petit peu au-dessus quand même des résultats moyens. Je pense qu'il y en a qui se sont effondrés après, mais je ne suis pas sûr. Et moi je sais que ça m'avait amené à me poser des questions du style, est-ce qu'en suivant les cours des astres, on ne pourrait pas être plus prudent que le je ne sais pas comment on appelle ça, le boursicoteur moyen? C'est-à-dire, en fait, être encore plus prudent et donc finalement moins perdre. Je ne sais pas. Donc, est-ce qu'on pourrait biaiser les résultats dans ce sens-là? Mais donc, en tout cas, il y en a. Comment dire? Ah oui, si. Il y a des astrologues, c'est des Américains qui disent ça, qui disent, mais. Comment il le dit exactement? Je vais dire comme ça. Quand on est millionnaire, on ne croit pas en l'astrologie. C'est quand on est milliardaire qu'on y croit. Évidemment, c'est fondé sur rien, mais c'est une bonne punchline. Alors, c'était à toi. Non, moi je vais poser la question des générations. Donc je me posais la question des générations. Énormément de personnes. Ah non, non, arrête le micro. Est-ce que tu peux venir le micro est devant le... Bon, alors, je me posais la question des générations, puisqu'on sait que l'astrologie, dans beaucoup de journaux papier, magazines, etc., qui sont lus pour beaucoup par des plus de 50 ans et des plus, les gens regardent leur signe et tout ça. Certains journaux ont voulu les supprimer, ils ont été obligés de les remettre parce que leurs abonnés, qui sont déjà pas nombreux, leur demandaient de le remettre, mais les gens le regardent sans y croire, souvent, mais en fait, ils le regardent quand même. Et donc, ma question, c'était le monde de l'Internet et l'astrologie, la puissance des astrologues par rapport à ça, avec tous ces jeunes dont on a un peu parlé hier dans la table ronde d'éducation, concernant un mal-être, des inquiétudes sur l'avenir, il y a la question aussi de l'écologie. L'astrologie pourrait avoir un moyen redoutable qu'il faudrait vraiment surveiller, justement, d'être très présent sur les réseaux sociaux et de fédérer des communautés de jeunes et de repartir pour un tour, encore plus gravement, avec des gens qui, là, les croiraient, parce qu'il y a quand même beaucoup de plus de 50 ans qui lisent leur horoscope et qui n'y croient pas. Mais que ça amuse, qui y croient quand même. J'aurais trop de choses à te répondre, donc je ne vais pas pouvoir, mais on est parti en plein dans cette direction. C'est-à-dire que moi j'aime bien dire que depuis le sondage de décembre 2020, on sait qu'il y a 41% des Français qui croient encore que les signes astrologiques renseignent sur les traits de caractère. 41%. Et donc, depuis quelques jours, je ne peux plus le dire, parce que j'ai découvert un nouveau sondage au mois de mai, et on est à 44% maintenant. 44% des Français qui croient que les signes astrologiques renseignent sur les traits de caractère. Je précise, des Français adultes. Des Français adultes, sachant que plus on est jeune, plus on y croit. Donc à mon avis, les ados, 15-18 ans, feraient encore monter les résultats. La deuxième chose, c'est que manifestement, sur les réseaux sociaux, il y a énormément de ce qu'on appelle des mèmes qui circulent, et qu'il y a vraiment des... Alors, je ne sais pas si on peut parler de communauté, tellement c'est important, mais des centaines de milliers de personnes qui suivent ça. Donc ce sont des images humoristiques qui circulent sur le thème de l'astrologie. C'est tellement caricatural des fois que je ne comprends même pas que ça existe, mais je ne sais même pas... Allez, dire les Capricornes sont bien des radins, et hop, 30 000 likes. Mais est-ce que c'est pas dit sur le ton de la plaisanterie? Mais si, mais n'empêche que ça circule et ça diffuse. Et si toi, comment dire, tu ne crois pas en l'astrologie, ça n'empêche, ça t'en rapproche. Et après, si tu le fais régulièrement, c'est ce qu'on appelle l'effet de première, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ouais, l'effet de première exposition, un truc comme ça. Et en fait, plus tu vois les choses, et moins ça devient choquant, et puis ça peut être une raison après pour t'y intéresser.
Et donc sur les réseaux sociaux, vraiment, ce sont souvent même des ados eux-mêmes, ou des jeunes femmes en général, qui font la promotion de l'astrologie, donc qui ne sont même pas des astrologues professionnels. C'est pour ça qu'on ne peut même pas dire que ce sont les astrologues. Donc moi, dans le travail que je fais depuis 1 an maintenant, si ça vous intéresse, ma conférence est sur la chaîne YouTube des rencontres de l'esprit critique, et j'interroge justement ça, la question, les horoscopes de presse sont-ils anodins? Dans quelle mesure est-ce que finalement la fonction de l'horoscope de presse, donc là je vous parle de mes réflexions, est-ce que sa fonction c'est pas de le lire pour savoir ce qui va nous arriver aujourd'hui ou demain? Est-ce que sa fonction première c'est pas d'initier au symbolisme des 12 signes astrologiques? Moi je pense que depuis un siècle l'astrologie a échappé aux astrologues. Que ceux qu'on voit dans les médias, c'est pas ceux qui écrivent des traités. Et en fait c'est devenu un produit déjà marketing et qui a sa vie propre. Et donc, moi, je suis inquiet à ce niveau-là. Et je suis encore plus inquiet, donc je fais ma promo, comme toujours, de voir qu'il n'y a pas de chercheurs qui travaillent sur ces questions. Les 2 derniers sondages IFOP que je vous ai cités, le dernier, au mois de mai, a été financé par un institut de voyance, et celui d'avant, par Femme Actuelle, qui venait de sortir un site internet de voyance. Donc, ce sont des études de marché. Comme ça, en fait, ils savent ce qu'ils peuvent proposer ou pas à leurs clients. Et moi, je suis scandalisé, mais je crie dans le vide. On va venir crier avec toi. Moi, je veux bien crier avec vous. Il va falloir... Alors, on va dire que c'est la dernière question. Oui, la dernière avec une réponse courte. Excusez-nous, mais c'était un peu difficile à préparer tout ça. On vous invite à un repas partagé. Donc Jean-Luc est allé commander, chercher des pizzas qui nous sont arrivées toutes chaudes. Elles sont chaudes. Les pizzas sont chaudes. Les pizzas sont chaudes, donc il y a une espèce d'urgence fondamentale. Ceux qui ont amené leur repas complémentaire, sortez, il y en a dans les frigos. Oui, moi je vais prendre le point de vue du rationaliste, du sceptique, du scientifique. L'astrologie telle qu'elle nous est présentée, c'est une astrologie qui repose sur les connaissances à l'époque de Ptolémée, et il y a d'autres systèmes. Donc au mieux, ce qu'on peut considérer, c'est que les cartes astrologiques représentent une symbolique, pas plus. Or, à côté de ça, on nous parle de l'influence des planètes. On nous dit que la Lune influe sur la naissance des bébés, et que sais-je avec les autres planètes. L'astronomie moderne a une connaissance du système solaire qui est telle qu'elle est incontournable. Est-ce qu'il y a eu des tentatives pour étudier une astrologie basée sur l'astronomie moderne? Donc j'ai envie de dire oui, mais ce sont des exceptions. C'est-à-dire que tu peux trouver 2-3 traités, où tu en as qui lancent des hypothèses. Voilà. Mais ça ne va jamais plus loin, ce sont des personnes vraiment isolées, parce que la posture générale, c'est ce qui fait que mon travail est original aussi. Je considère que la critique scientifique a été faite et bien faite, on va dire, au XXe siècle. Donc moi, ça ne m'intéresse plus de montrer qu'il n'y a pas d'explication physique, des choses comme ça. Je considère que c'est un acquis, ça me permet de travailler sur autre chose. Donc la posture générale des astrologues, c'est de dire « ouais, mais en fait, c'est pas physique ». Donc, l'accouchement, c'est pas astrologique du tout. Comment? C'est pas du tout astrologique. Et donc, j'allais le dire aussi... Les marées, par exemple. Oui, dans un autre champ. J'allais le dire aussi, après les superstitions un peu traditionnelles, genre voilà, les accouchements ou la pousse des cheveux, des trucs comme ça, on ne peut pas vraiment dire que c'est de l'astrologie. Enfin, les astrologues, c'est pas ce genre de choses qui défendent. Et après, le mot influence, justement, c'est pour moi d'abord un mot de sceptique. C'est-à-dire que les sceptiques voient ça comme l'action de corps sur des corps, mais en fait, quand l'astrologue prévoit des événements, il n'y a même pas de corps sur corps. Donc les astrologues, la posture, c'est de dire non, on n'a pas vraiment des influences. Tout est symbolique, il y a des synchronicités, des choses comme ça. Donc ils s'en sortent un petit peu de cette manière-là. Malheureusement. Voilà, merci à vous. Et, éventuellement, on peut continuer à discuter, mais en mangeant.